Alors, merci pour cette introduction. Non, oui. Plaisir pour moi. Donc, quelques recettes sur les stéatohépatites métaboliques. On va dire NASH, ce sera plus rapide pour le temps. Et hépatosidérose, HSD. Alors, comme vous le savez, notre futur, les hépatologues, c'est la NASH. Donc, pour vous donner une idée, vous avez 400 personnes dans la population, 100 stéatoses, 20 NASH, 3 cirrhoses, avec ce qui va avec, le cancer, etc. Ma première étiquette est la suivante. Alors, comment stéatose, NASH et HSD vont-elles venir à nous? Eh bien, le plus souvent pour les pathologues, ce sont les transaminases élevées, l'hyperféritinémie, la stéatose aux ultrasons, la cirrhose cryptogénétique, plus rarement, ou le carcinome hépatocellulaire. Exceptionnellement, le syndrome métabolique ou l'insulinorésistance. Ce qui fait qu'il faut penser aux gestes clés, mesurer le tour de taille. Penser aux causes non métaboliques, bien sûr, en un clic. Les incontournables, vous connaissez tous la maladie alcoolique du foie, peut-être moins, vous connaissez moins la BASH, c'est-à-dire l'association de la H et de la NASH, qui en fait est extrêmement fréquente. Il faut écarter également les virus, hépatite C, hépatite B, et puis si vous avez une hyperféritinémie, pensez à doser la saturation de la transférine. Évoquez les stéatoses secondaires, donc vous les connaissez très bien les gastro-entérologues. Les causes nutritionnelles, elles sont évidentes, malnutrition, résection étendue du grêle, alimentation parentérale, les maladies intestinales, les médicaments, peut-être un peu moins bien. Alors, vous avez ceux que vous connaissez très bien, et puis je vais en citer une que vous connaissez peut-être un peu moins bien, les antiprotéases du VIH. Et pour vous parler des CASH, les CASH, après la H, la NASH, la BASH, voici la CASH. Ce sont des stéatohépatites induites par les chimiothérapies, irinotécan, 5-fluorouracil, également par certaines biothérapies comme le bevacizumab. Alors, ce n'est pas une stéatose, mais ça lui ressemble. De manière générale, il faut se méfier tout de même du diagnostic facile devant un sujet jeune, un syndrome métabolique dissocié, une cytolyse importante et une cholestase prédominante chez un patient. On évoquera d'abord des maladies de surcharge. Alors de façon simple, puisque là on est dans les recettes. Syndrome LAD, patient avec athérome précoce, HDL bas, je fais un diagnostic par un simple UVAR. Déficit en alpha-antitrypsine, j'y pense, syndrome métabolique dissocié, alpha-globuline basse sur l'électrophorèse des protéines, je dose l'alpha-antitrypsine. Petite mémoire, pour mémoire, aujourd'hui, quand on regarde les patients qui ont été transplantés pour NASH, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déficits en alpha-antitrypsine qui passent à l'as. La maladie de Wilson, sujet jeune, pas toujours, plus de 40 ans parfois, syndrome métabolique dissocié, des manifestations extra-hépatiques, neurologiques, une atteinte ophtalmologique, une hémolyse à course négative. J'ai eu un réflexe. Le dosage du rapport cuivre échangeable sur cuivre total. Là, c'est une petite prise de sang. Et puis, je vais penser à deux diagnostics plus rares, mais qui sont quand même dans nos têtes, les gastro-entérologues, les hépatologues. La maladie Gaucher, la glycogénose. Pour l'un, hépatosphénomégalie, ostéoporose, cytopénie. Pour l'autre, glycogénose, les CPK augmentés, éventuellement la myopathie associée, le diabète et l'hypoglycémie à jeun. Et puis là aussi, j'ai un geste simple, une prise de sang avec un dosage de la glucocérébrosidase pour l'un et de l'alpha-glucosidase dans les leucocytes. Et puis, quelque chose que je rencontre de plus en plus, des syndromes de chevauchement, alors en dehors de l'alcool, chez les femmes ménopausées qui ont des syndromes métaboliques, qui ont des cytolyses relativement importantes, à plus de 3 N. Chez ces patientes-là, je dois penser au terrain auto-humain et à regarder si les femmes ou les AML seraient positifs, éventuellement faire une biopsie hépatique. Alors moi, je ne sais pas, malheureusement, avec mes tests non invasifs, évaluer la NASH sans biopsie. Je ne peux évaluer que la fibrose. Alors bien sûr, je sais que la NASH est plus fréquente quand j'ai plusieurs facteurs associés, hypertension, diabète, hypertension plus diabète. Je sais aussi que le fait d'avoir des transaminases élevées, c'est plus fréquent d'avoir des NASH.
Mais j'ai un pourcentage ça ne marche pas. Okay. J'ai un pourcentage de patients non négligeables qui ont des NASH avec des transaminases normales. Alors, je vous ai dit que seule la fibrose est pronostique. Ça a été montré avec tout. Tout, la biopsie hépatique, le NAFLD Fibrosis Score, le FIB4, le FibroScan. Donc, finalement, ce qui me reste à faire à moi, c'est de dire si on a une fibrose sévère ou pas. Alors, j'ai des collègues, bien sûr généralistes, qui vont m'envoyer des malades. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, en première intention? Ils ne vont pas m'envoyer tous les patients, sinon je meurs. Donc, on va leur conseiller de faire des tests de première génération pour écarter la fibrose sévère. Le test à prix, le FIB4, vous voyez, ce sont des tests tout simples. Un peu plus compliqué, le NAFLD Fibrosis Score, mais c'est accessible sur Internet, vous faites un test, c'est rapide. Alors, moi, hépatologue, qu'est-ce que je fais? En soins tertiaires, je peux faire des tests biologiques non invasifs de fibrose, fibrotest, fibromètre. Je peux faire un fibroscan et je peux faire la Rolls-Royce, l'association fibromètre, fibroscan, fibromètre, VCT. Ma seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, si je suis dans le privé, c'est compliqué parce que c'est pas remboursé. Quel est le score aujourd'hui? Donc, quel est l'examen qui est le plus intéressant? Vous avez ici la valeur prédictive, la valeur négative et la valeur prédictive positive, et vous voyez qu'il y a une zone grise, et plus la zone grise est faible, plus on est meilleur. Donc ici, le meilleur, c'est le fibroscan. Mais le fibroscan a ses limites. En effet, quand le patient a une stéatose massive, à plus de 66% des hépatocytes sur fibroscan, eh bien, j'ai plus d'une chance sur 3 d'avoir un faux positif de fibrose sévère, c'est-à-dire que si je biopsie mon patient, j'ai l'impression qu'il est F3, et je vais tomber sur du F1 et 2. Les tests combinés, on a parlé de Rolls-Royce, meilleure balance VPP-VPN. Ça permet également de distinguer les différents types de fibrose, F2, F3, F4. Et puis, si on regarde les OROC, bien sûr, l'association, c'est le meilleur. Alors, il y a des algorithmes. Aujourd'hui, il y en a 3 principaux. Ces algorithmes sont encore trop nombreux. Un algorithme qui a été publié récemment dans Gastroentérologie en 2018, qui est un algorithme d'experts, algorithme non validé, qui s'intéresse au dépistage en soins primaires à partir du FIB4 et en soins secondaires et tertiaires par le fibroscan. Un autre algorithme, lui validé, qui est proposé par nos collègues d'Angers, l'équipe de Paul Calès, avec un score initial en soins primaires, le E-Lift, et puis en soins spécialisés, l'association fibromètre, fibroscan, ce qui permet, en fonction des résultats, d'envoyer ensuite à l'hépatologue pour une éventuelle biopsie hépatique. Alors j'insisterai sur ce score-là parce que je trouve que c'est le plus original. C'est le premier score qui s'est intéressé finalement à cibler des patients qui pourraient bénéficier d'un protocole thérapeutique. C'est-à-dire non pas seulement s'intéresser à la fibrose, ici F supérieur ou égal à 2, mais également à la NASH. Donc on va peut-être gagner un petit peu. C'est-à-dire les scores NAS supérieurs ou égal à 4. On associe dans cet algorithme le fibroscan, l'élasticité, la mesure de la stéatose, la mesure de la ZAT, ce qui nous permet d'avoir un score finalement qui aborde la problématique NASH. Cet algorithme est validé aujourd'hui par 5 cohortes françaises. 5 cohortes en France, en Malaisie, vous voyez, pardon, excusez-moi, dans beaucoup de pays et en chirurgie bariatrique. On a établi un cutoff qui permet d'avoir un meilleur rapport sensibilité sur spécificité. On peut ainsi diagnostiquer des patients qui seront à risque de développer une fibrose sévère et qui devront bénéficier d'un suivi plus prolongé, avec également des patients qui pourraient bénéficier des nouvelles thérapeutiques, puisqu'on s'est rendu compte que, et d'ailleurs l'industrie s'est rendu compte que lorsqu'on était à F4, c'était plus la peine de développer des molécules. Alors je suis hépatologue, mais je suis capable d'évaluer les conséquences systémiques de la NASH. Je vous rappelle que si vous avez une NASH, c'est un facteur indépendant de maladie cardiovasculaire.
vous avez 4 fois plus de risques. Il faut dépister également le syndrome des apnées du sommeil, la maladie osseuse métabolique, les facteurs de risque associés, diabète, dyslipidémie, tabac. N'oublions pas le cancer. Si on a une NASH, on a plus de cancer du côlon chez un homme, on a plus de cancer du sein chez une femme, et bien sûr plus de cancer du foie, ça c'est clair. Vous vous rappelez que pour le cancer du foie, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une cirrhose quand on a une NASH, et que à peu près 30% vont nous dire, il me perturbe, donc 30% vont avoir un cancer sans fibrose sévère. Et puis quelque chose de plus neuf sur certaines cohortes aujourd'hui, ce sont des cancers du pancréas qu'on voit de plus en plus fréquents chez les patients atteints de NASH, quel que soit le sexe. Quand faire une PBH? Eh bien, lorsque vous avez des tests non invasifs discordants, lorsque vous avez une clinique qui est discordante, et puis selon les recommandations, quand vous avez une fibrose sévère, en fait, on en discutait tout à l'heure, on ne le fait pas. Lorsque vous avez un doute sur le diagnostic étiologique, c'est-à-dire sujet jeune, syndrome métabolique dissocié, maladie de surcharge, on a vu ça tout à l'heure, cytolyse importante, cholestase prédominante, syndrome de chevauchement, protocole thérapeutique. Alors, maintenant, on va faire plaisir à M. Denis Sautreau, parce qu'il adore l'hépatosidérosis métabolique, pour vous parler du diagnostic différentiel principal de l'hépatosidérosis métabolique et la mutation de la ferroportine. Alors, rappelez-vous, hépatosidérosis métabolique, c'est caricaturalement l'homme de plus de 50 ans qui a un syndrome métabolique, qui a une stéatose, qui a une ferritine inférieure à 1000, qui a une saturation de la transférine élevée et qui a une charge en fer qui est inférieure à 100 micromoles par gramme de foie, ce qui fait une IRM. Voilà l'hépatosidérosis métabolique. On se rend compte, là aussi, qu'on passait à côté d'un certain nombre, tellement la NASH, enfin en tout cas la stéatose est fréquente, d'un certain nombre de maladies génétiques. Et cette maladie génétique, la ferroportine, c'est la plus fréquente des surcharges en fer d'origine génétique non hémochromatosique classique, c'est-à-dire C280 degrés chromozygote. Donc il faut savoir y penser, et pour ça on a un score. Et à partir de ce score, qui est basé sur le sexe, l'âge, la présence d'une hypertension artérielle, du diabète, l'importance de l'élévation de la ferritine, de la charge en fer, eh bien, on est capable, lorsque le score est supérieur à 4, avec une assez bonne sensibilité, de dire s'il faut faire une recherche de mutation de la ferroportine. Surcharge en fer intramacrophagique, transmission autosomique dominante, cela implique des saignées et cela implique une enquête familiale. Faut-il saigner les hépatosidéroses? Eh bien, on l'a tous fait, et on l'a beaucoup fait. Aujourd'hui, on va donner les vieilles publications qui disaient faut saigner parce que ça améliore l'insulinorésistance, ça peut même améliorer l'histopathologie. Et puis la dernière étude à laquelle on a largement participé, c'était l'étude française du centre de référence, 146 patients avec un syndrome métabolique, une hyperglycémie et qui avaient reçu des saignées, mais qui n'étaient pas diabétiques. Et on montre là qu'il n'y a pas d'impact sur l'insulinorésistance. Par contre, une augmentation pondérale et une asthénie plus fréquente. Faut-il saigner ma pratique? Absence de bénéfice formellement démontré. Moi, je saigne si les patients sont symptomatiques, c'est-à-dire s'ils ont des douleurs articulaires, musculaires, une asthénie, et si c'est positif, je continue les saigner. Et puis, s'ils ont une charge en fer intrahépatique supérieure à 100, après avoir éliminé une mutation de la ferroportine. Je vous remercie.